pour ce Zoom, mon invité est Hilaire de Crémier. Bonjour Hilaire de Crémier. Bonjour Martial Bild. Vous êtes l'ancien directeur, le fondateur du magazine Politique Magazine et auteur d'une préface d'un petit livre rouge, allez, en vérité Bordeaux, qui est intitulé... Je n'aime pas trop l'allusion. Oui, mais c'était fait pour, intitulé « Pourquoi s'engager à l'action française ?» et c'est aux éditions de Flore. Alors votre préface, c'est directement, ouvertement, une critique de la République à un moment où il n'est pas bon de s'en prendre à la République. Et vous liez le déclin de la France à l'idéologie républicaine, pas à l'organisation, pas au système républicain, mais à l'idéologie républicaine. C'est quoi l'idéologie républicaine ? L'idéologie républicaine, c'est celle qui nous domine. Et c'est très simple. C'est tellement vrai que à chaque fois qu'il faut sauver la France, tous nos hommes politiques n'ont qu'un seul cri, il faut sauver la République. Mais cette République, alors, qu'est-ce qu'elle a de mal ? Pourquoi une telle critique ? Ça veut dire que la République, c'est leur pacte. Sinon, ils diraient tout simplement, il faut sauver la France. Et le régime est secondaire. Ce qui prouve que le régime est premier. Il n'est pas secondaire, il est mis en premier. Et donc, il est pour eux, si j'ose dire, leur cause première et leur cause finale. C'est-à-dire, il embrasse tout. Et cette République est l'expression même de leur idéologie. Alors vous faisiez une distinction de fait entre ce que pourraient être les institutions, dont quelques-unes ne sont pas nécessairement à être marquées au fer rouge. Mais donc vous faites une distinction très juste entre les institutions d'un côté, qui pourraient être une chose, et puis l'idéologie républicaine. Seulement l'ennui de l'idéologie républicaine, c'est qu'elle sous-tend les institutions. Et on le voit bien aujourd'hui avec les lois qui passent. Les lois qui passent sont faites non pas pour préserver la France du terrorisme, mais pour conforter les principes républicains. C'est-à-dire que c'est... Et quand on demande un engagement à une association religieuse ou autre, peu importe, on demande que cet engagement soit fait aux valeurs de la République, pas aux valeurs de la France, pas à la tradition française, pas à l'histoire de France, pas à un respect de la langue française, parce que ça pourrait être ça. On pourrait dire qu'on doit faire notamment un prêche dans la langue française. Mais non. Il faut, peu importe la langue, peu importe l'histoire, tout le monde peut la bafouer, la population, tout le monde peut la bafouer, mais ce qu'il ne faut pas bafouer, c'est la République. Alors ça veut dire quoi ? Quelque chose de quel très est le problème précis. intrinsèque de la République ? C'est un absolu, c'est une religion. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal avec les religions. Alors, ils ont réussi à, en quelque sorte, mater la religion juive. Ça, c'est Bonaparte qui s'en est occupé. La religion protestante, elle est un peu consubstantielle à l'installation de la Troisième République, comme chacun sait. Mais bref, elle est organisée, elle aussi. Et donc, donc, c'est aussi la raison pour laquelle ils ont réduit l'Église catholique au droit commun de la République française, d'où la loi de 1905. Et cela est si manifeste qu'ils ont éprouvé le besoin de présenter devant le Conseil des ministres cette fameuse loi pour renforcer les principes républicains, qui n'est donc pas une loi contre le terrorisme ni contre l'islamisme. C'est une loi maintenant pour renforcer les principes républicains. Ils l'ont présentée le jour anniversaire de la promulgation de la loi de séparation des églises et de l'État, la loi de 1905. Et l'un des objectifs de cette loi est de ramener, si c'était possible, le monde musulman français à la loi de 1905. Mais alors du coup, on réaffirme non seulement la loi de 1905, mais on la renforce. Et on la renforce en demandant à tous les cultes de se soumettre, encore plus qu'ils n'étaient soumis, de façon à éviter de parler de l'islam. Et l'islam sera... Le problème islamique pour Macron et comme pour les hommes politiques qui nous dirigent sera résolu le jour où les musulmans se comporteront comme les catholiques, les protestants et les juifs de France. Vous affirmez que la République est vue comme un absolu, alors que pour vous c'est le contraire. C'est absolument le contraire. D'ailleurs,
Théoriquement, pratiquement, c'est le contraire. La République, c'est une forme de gouvernement qui a succédé à la monarchie et qui a succédé à l'Empire pour ce qui est de l'année 1870-71. Donc concrètement, c'est une forme de gouvernement qui a été proposée. Donc si on raisonnait de façon empirique et de façon raisonnable, on devrait comparer les formes de gouvernement, quelles sont celles qui ont été fructueuses pour la France, bénéfiques, et puis celles qui ont été plutôt malfaisantes, on va dire, et en tous les cas qui n'ont pas apporté de résultats concrets. Par exemple, on pourrait constater que toutes les républiques se sont terminées par un désastre. Voilà. On attend celui qui va terminer la cinquième. Mais ça, c'est pas du tout dans l'ordre de leur réflexion. Ce que l'on veut imposer, c'est la République, non pas comme un régime, mais comme un absolu qui est au-dessus du reste. Vous pouvez ensuite être catholique, Martial. Vous pouvez être catholique, pourvu que ce soit secondaire. Et ces gens-là ne comprennent pas, ou plutôt ils savent, ou du moins leur grand-père savait, qu'en réalité, dans toute religion, il y a un absolu qui est Dieu. En tous les cas, celui qui tient la place de la divinité. Et que c'est cet absolu, et que la politique est relative. Mais pour eux, c'est l'inverse. Gérald Darmanin dit que certaines formations politiques sont hors du champ républicain. Christophe Castaner évoque une personnalité politique d'opposition en disant « elle n'est pas républicaine ». Cette notion-là reste importante en 2020 comme elle l'était au moment de la création de l'Action française, finalement. Bien sûr, et elle l'est encore plus. Elle l'est encore plus parce que tout le monde comprend bien qu'on est dans une crise de régime. Et la crise de régime, elle touche les institutions. Et à travers les institutions, la réflexion politique pourrait être amenée à se poser des questions, de savoir quelle est l'utilité pratique. Mais vous savez qu'en disant cela, l'air de créer... Par exemple... En disant cela, vous vous placez comme en 1934, comme dans les années 30, dans le reproche qui peut vous être fait d'être un séditieux. Un factieux, ces mots-là ont été utilisés contre l'Action française. Aujourd'hui, ne pas être républicain, c'est se soumettre aussi à cette possibilité de vindicte. Alors, c'est ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils créent ces lois. Mais concrètement, très heureusement, il faut espérer, en tous les cas, qu'on n'en est pas encore là. Et c'est-à-dire qu'il est encore possible de faire un cours de politique où on fait... comme ça se fait pour les philosophies, où il est permis de faire des comparaisons de régime à régime, où il est permis de faire une histoire critique de la République. On peut se poser la question tout à fait honnêtement de savoir pourquoi, alors que la France était victorieuse en 1918, elle a subi le plus grand désastre de son histoire en 1940. Et je pense qu'en juin 1940, il n'y avait plus beaucoup de gens, même parmi les hommes du régime, à croire encore dans le régime. Alors vous ne croyez pas dans le régime et vous chantez à l'Action française un chant qui s'appelle La Royale et qui indique, français, nous voulons une France et à la France, il faut un roi. Oui. C'est ça la solution ? Alors oui, mais je pense que, comme dit l'autre, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que... il faut d'abord, évidemment, que les esprits soient un petit peu éclairés. Et ce qu'il y a d'intéressant à l'heure actuelle, c'est de s'apercevoir que de quelque horizon que ce soit, il y a une critique qui se fait des institutions. Tous les Français comprennent aujourd'hui qu'ils ne sont pas représentés, par exemple. Les Français ne sont pas représentés. Est-ce qu'ils sont bien gouvernés ? Ils se posent des questions avec tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, mais même auparavant. Est-ce que les intérêts français sont bien protégés ? On sait que tout ce que nous avions de meilleur au cours des 40 dernières années a été systématiquement bradé, que ça faisait partie de l'idéologie au pouvoir. Est-ce que c'est ça la conséquence directe de l'idéologie républicaine et des institutions républicaines ? Alors, il y a quand même un examen à faire. Et tout à l'heure, vous me posiez une question que je qualifierais de brutale. C'est pas que je la récuse, parce que je pense qu'un jour, elle se posera de manière brutale, probablement dans des circonstances tragiques, comme toujours. Comme toujours, depuis 200 ans, et puis même au cours de nos 1000 ans d'histoire, les vraies questions politiques se sont toujours posées dans des questions tragiques. Qu'est-ce qu'on fait quand les Prussiens et les Russes campent sur les Champs-Élysées ?
À ce moment-là, on s'aperçoit que peut-être que Louis XVIII serait une manière de préserver le territoire français et les familles françaises. Et demain, nous ne savons pas ce qui peut venir. Demain, à la France, il faut un roi. Je reprends ce chant. Oui. Je regarde au sein de l'Europe géographique. Il y a au moins 8 monarchies modernes. Absolument rien n'a empêché, que ce soit au Royaume-Uni, en Belgique, au Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède, au Luxembourg, en Norvège, rien n'a empêché la décadence, la précarité, la mondialisation, l'immigration et tous les maux qui submergent la France. Je suis d'accord avec vous, sauf que ces pays, même si leurs familles princières peuvent laisser quelquefois place à la critique, il n'empêche qu'il y a un principe qui est au-dessus et qui fait que l'Angleterre se reconnaît dans sa reine, que la Belgique se reconnaît dans son roi, que l'Espagne se reconnaît dans son roi, et que le jour où ce principe sera remis en cause, il est fort à penser qu'il n'y aura plus de Royaume-Uni et il n'y aura plus de Belgique. Mais il y a de craigner quand vous... Et d'ailleurs, la Belgique s'est passée de gouvernement pendant quelques années, en tous les cas plusieurs mois. Elle continuait à subsister et chacun reconnaissait la Belgique dans le roi des Belges. Alors ça ne veut pas dire pour Est-ce ça... qu'on réduit le roi à un symbole que l'on met sur les assiettes, sur les mugs? Je suis bien d'accord avec vous et je pense que si la monarchie était rétablie en France, ce que je souhaite évidemment, dans l'avenir que Dieu voudra, parce que ce n'est pas vraiment nous qui en déterminons les dates. Et toi, le ciel t'aidera. Oui, bien sûr, comme vous dites, on fait avancer les choses. Mais il conviendra que le roi ait beaucoup de pouvoir. Et c'est ce qu'attendent les Français. C'est ce qu'attendent les Français. Et d'ailleurs, il est à noter que à chaque fois que la France a été en crise vraiment institutionnelle et presque existentielle, à chaque fois, c'est d'une certaine manière un recours au roi qui se fait, mais comme la famille royale n'est pas présente ou que si elle est présente, elle est dénuée de toute responsabilité publique, donc les regards ne sont pas attirés sur elle, ce qui est très dommage. Évidemment, c'est toujours un roi d'improvisation qui se présente. Qu'est-ce qu'a été Bonaparte dans le fond? Bonaparte a été ce qu'on va appeler un faux roi, qui s'est présenté comme un dictateur et qui a joué à l'empereur pour ne pas trop copier l'ancien régime. Mais en réalité, il a fait sur le plan intérieur des réformes que Louis XVI aurait dû faire, que Louis XV avait déjà entamées et que Louis XVI, malheureusement, n'a pas faites. Mais en politique extérieure, il n'a pas poursuivi la politique des Bourbons. Louis XVI avait admirablement avancé les affaires de la France sur le plan international, comme chacun sait, et même sur le plan européen, puisqu'il a conservé la paix dans l'Europe. Ce que n'a pas su faire Bonaparte, parce que Bonaparte était un usurpateur, comme disaient les légitimistes de l'époque, et quelqu'un qui accomplissait son destin personnel. C'est ça le problème. Et vous avez eu ça avec, à la fin de la Deuxième République, qui s'est finie dans un tel désordre que le deuxième Bonaparte en a profité. Il s'est appelé III, mais c'était le deuxième, puisque le deuxième n'a pas pu régner pour une raison simple, c'est que Bonaparte a mis par terre lui-même son édifice en prétendant construire une France qui n'était que la France de son imagination. Et c'est mal terminé. On revient à l'action française, alors, on va revenir au XXe siècle. Mais je continue. On parlera de Napoléon toute l'année d'ailleurs. Oui, non, mais je continue, parce que c'est ce qui va se produire très régulièrement. À partir du moment où les institutions sont malades, eh bien on fait appel à ce qu'on appelle un homme providentiel. Qu'est-ce qu'a été Charles de Gaulle ? Sinon, un homme providentiel. Et qu'a-t-il fait ? Il a fait une monarchie, mais il a fait une monarchie républicaine. Et il le savait lui-même très bien. C'est lui, sa dernière visite, et je ne suis pas gaulliste pour ma part, mais loin de là, mais sa dernière visite était une visite faite au général Franco. Et il lui a dit cette phrase historique, « Vous avez réussi là où moi j'ai échoué ». Mais regardez, qu'est-ce qu'a été d'une certaine manière Sarkozy ?
qu'est-ce qu'est Macron aujourd'hui? On va en Et parler. quand il a voulu revenir, Macron, quand il a préparé son plan, il est allé à Orléans, il a osé parler du roi. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il ne parlait pas du roi, il parlait de lui. À chaque fois, il ne parle que d'eux. C'est-à-dire qu'ils accomplissent leur destin personnel et ils perdent la France dans leur destin personnel. Il y a quelques secondes, j'évoquais La Royale, c'est le chant des canaux du roi, ceux de l'Action française. Une histoire vieille de 120 ans. Que reste-t-il en fait de ce puissant mouvement qui a marqué les 50 premières années mais du XXe siècle? Oui. Est-ce qu'il existe encore un militantisme royaliste d'Action française en 2021? Je vais me faire des amis. Oui, je crois. Je pense, moi je rencontre régulièrement des jeunes gens et je suis même stupéfait de voir la vigueur de la pensée qu'on va qualifier de maurassienne. Maurras détestait ce mot, hein, mais je suis frappé de la vigueur de la pensée maurassienne dans de jeunes esprits et des gens qui se posent les bonnes questions et qui lisent les bons livres. Il y a des étudiants de 20 ans qui lisent Qui est l'étranger, qui est le grand livre de politique étrangère. Et ils comprennent. Ils comprennent pas seulement ce qu'a dit Pompidou, ils comprennent parce que c'est Pompidou l'a cité. Pompidou, c'était son livre de chevet quand il mourait. Mais qui comprennent qu'il y a une critique des institutions républicaines dans leur essence même. Parce que c'est ça la critique de Qui est l'étranger. C'est pas simplement la critique de la politique étrangère. C'est la contradiction interne d'hommes qui se succèdent et qui changent de politique étrangère en fonction de leur idéologie personnelle. Vous insistez vraiment sur cette mission de mouvement école. C'est vrai qu'on a l'impression que les générations se transmettent, passent et se transmettent cette connaissance, cette école de formation qu'est l'Action française. Alors, il y a quelque chose de nouveau, c'est que je constate, pour fréquenter ces jeunes gens, c'est que autrefois, il y avait des familles dans lesquelles les traditions se transmettaient. Alors, ça existe encore, mais beaucoup moins. Il y a des ruptures de transmission, chacun le sait, et c'est grave, et c'est ennuyeux. Mais précisément, il y a des jeunes gens qui sont issus de milieux qui ne devraient pas être spécialement intéressés par ces questions et qui s'y intéressent. Et je pense qu'ils y trouvent un fond de réflexion qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est tellement creux. Vous n'avez plus que des brillances maintenant sur toutes ces questions fondamentales. Et il n'y a rien à faire quand vous lisez, je ne donne pas de nom, mais un des auteurs contemporains ou des professeurs contemporains, il n'y a plus ce qu'il y avait quand même encore jusque dans les années 60-70, l'acceptation d'une réflexion de fond. C'est-à-dire, il est interdit de remettre en cause un certain nombre de principes fondamentaux. Et est-ce qu'on peut appliquer encore la vision politique de l'Action française? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore défendre l'empirisme organisateur, une doctrine sociale, un protectionnisme social? Est-ce que tout cela est encore d'actualité? Bien sûr, plus que jamais. L'empirisme organisateur, c'est une très belle expression que Maurras a trouvée, qui n'est d'ailleurs pas reprise si souvent que cela sous la plume de Maurras, mais l'empirisme organisateur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il l'a accolé à Sainte-Beuve. Il a fait une étude sur Sainte-Beuve et à cette occasion-là, il a sorti ce mot d'empirisme organisateur. Et empirisme organisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique relève de l'expérience. Et pourquoi organisateur? Parce que cette expérience, elle permet de juger. Elle n'est pas simplement qu'une expérience. Elle permet d'arriver à une conclusion. Ce que ne veulent pas, évidemment, les esprits qui sont remplis d'un préjugé républicain. Vous dites de Maurras, et là on est vraiment loin des caricatures, vous insistez sur son caractère visionnaire. Il y a un exemple qui figure en page 100, je crois. Quand Maurras parle de pouvoir d'achat, on ne l'attend pas là, de servitude à la société de consommation. Et il fait preuve, dites-vous, de prescience. C'est Maurras, mon héros.
Oui, faut pas non plus tomber dans la caricature, parce que c'est trop facile. Et je pense que c'est le but d'un certain nombre de personnes qui sont exaspérées par cette puissante analyse maurassienne, de dénigrer en transformant Maurras en une sorte de prophète, de messie, de gourou, etc. Ce qu'il n'a pas été, ce qu'il n'a jamais été, ce qu'il n'a jamais voulu être. Au contraire. Mais il est vrai qu'il a eu tellement raison que des gens, par exemple, de la démocratie chrétienne, pour prendre ceux-là, les gens de l'Aube avant-guerre, les gens du MRP après-guerre, il fallait absolument qu'ils trouvent un argument qui n'était pas tiré, évidemment, de la connaissance même de l'œuvre de Maurras. Jamais aucun argument n'a pu être tiré concrètement de l'œuvre de Maurras. Mais qu'est-ce qu'il reprochait ? Eh bien, on va dire, la maîtrise intellectuelle. Ça les insupportait. Oui, Maurras, en 1918, a annoncé en quelque sorte Hitler et a annoncé le désastre de 1940. Son ami Bainville a fait la même chose en analysant le traité de paix. Maurras a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle « Le mauvais traité », qui est une reprise de ses articles, et Bainville a écrit « Les conséquences politiques de la paix ». C'est les deux seuls hommes politiques, les deux seuls penseurs politiques qui ont dit dès 1918 que ça se finirait mal, et quand ils ont vu le traité de paix signé un an après, ils ont dit évidemment ça ne se terminera que mal, et même Bainville a expliqué comment ça se passerait, par l'envahissement de la Pologne. Voilà. Et c'est les premiers qui ont dénoncé l'hitlérisme. Les premiers. Alors après, il faudra que les gens inventent que non, que c'était pas ça, c'était l'antigermanisme de Maurras qui faisait que il détestait l'Allemagne et que par conséquent, non, c'est pas ça. Maurras a très bien compris ce pourquoi le nazisme est arrivé. Il l'a très bien compris. Et la République française porte une responsabilité, mais accablante. Un jour, il faudra faire un livre qui sera très intéressant, les articles de Maurras, de Bainville, de Daudet d'un côté, et puis les articles de l'Aube, de l'Humanité, du temps de l'époque, le temps qui était le monde de l'époque. Et jusqu'en 1933, il faudra aller. Et puis ensuite, il faudra poursuivre. Et je vous assure, il suffira de faire une préface et une petite conclusion. Ça sera éclatant. Bon, les éditions de Flore vous attendent, comme d'ailleurs vous attendent les librairies de TV Liberté, tvliberté.com, sur lesquelles vous pouvez vous procurer cet ouvrage. Il y a dans ce livre une critique des idéologies modernes, critique de la démocratie, car la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général, vous dites-vous. Critique du mode de l'élection, au prétexte que les citoyens ne voient que leur intérêt à court terme et non à long terme, et que les partis divisent. Quel est aujourd'hui le régime qui se rapprocherait le plus des idées de l'Action française? On est en 2021. Quel est le régime? Il n'y a pas de régime théorique. Vous savez, on a détruit l'ancien régime. Et d'ailleurs, on l'a qualifié d'ancien. Mais on n'a jamais parlé de nouveau régime. Quand on a parlé de nouveau régime, c'était plutôt dans un univers soit nazi, soit fasciste. C'est dans ce cadre-là. En réalité, la République n'a pas su créer de régime. Elle n'a que des principes avec lesquels elle prétend faire une politique. Par exemple, le principe égalitaire. Bon, mais on ne fait pas une politique avec l'égalitarisme. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'au bout du compte, les inégalités n'ont jamais été aussi grandes. Voilà le résultat. Donc on est dans l'absurdité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce qu'il y a de sûr, c'est que la France n'est pas représentée. Et je crois qu'il y a deux choses qui se trouvent déjà dans l'enquête sur la monarchie. Il y a deux points essentiels sur lesquels il faut insister. C'est les libertés. Maurras a d'abord été un défenseur des libertés, contre la théorie de la liberté générale. La liberté, c'est la liberté de faire n'importe quoi. Et on sait ce que ça donne aujourd'hui, y compris en matière de mœurs, n'est-ce pas ? Et je ne donnerai pas de nom. Mais c'est les libertés qu'il faut reconquérir, les libertés c'est à la mode de nos territoires, on dirait de nos pays, de nos régions, de nos provinces, de nos professions, les libertés. Pourquoi l'État passe-t-il son temps à légiférer ? Pourquoi les retraites, c'est l'État qui s'en occupe ? Pourquoi ? Parce que des technocrates ont décidé de s'en occuper ? Non, nos libertés.
Et cette défense des libertés qui est première chez Maurras. Maurras est d'abord un défenseur des libertés. Et pour lui, des libertés provençales en particulier. Il était fait libre pas pour rien. Et ce qu'il a remarqué, c'est que si on veut défendre ces libertés et leur permettre de vivre, il fallait avoir une autorité, et une autorité indépendante, qui ne soit pas dépendante de l'élection, et qui s'occupe de ce dont elle doit s'occuper. Et c'est assez extraordinaire, parce que tous les hommes politiques qui passent, au bout d'un certain temps, vous expliquent « faisons du régalien ». Oui, mais précisément, c'est ce que fait mal la République, et elle s'occupe de vos affaires, de mes affaires, de mon patrimoine, qu'elle pille d'ailleurs. Et au lieu de... Et c'est cette dialectique de l'autorité et des libertés qu'il faut reconstituer. Et pour ça, il faut avoir une institution nationale indépendante, libre, forte, qui s'occupe du régalien et qui soit attachée à l'intérêt national. Et qui soit en perspective, c'est-à-dire qu'elle ait le passé derrière elle et qu'elle ait l'avenir devant elle. Et non pas un homme de passage qui vient faire son destin particulier. Et puis les libertés, il faut les restaurer. Et pour ça, il faut une représentation, à mon avis, d'un nouveau modèle. Parce que la représentation uniquement partisane, ça ne suffit pas. Si les gens veulent se disputer, vous savez, à l'heure actuelle, c'est la grande dispute, savoir le libéralisme, le socialisme, etc. Mais c'est des mots, ce sont des mots. À certaines époques, il faut être libéral, à certaines d'autres époques, il faut être protectionniste. Et c'est cette adaptation qu'il faut savoir faire et qui suppose de la souplesse dans les institutions. Mais vous aimeriez bien être représenté. Vous n'avez jamais été représenté, moi non plus. J'ai toujours voté, je n'ai jamais été représenté. C'est quand même fabuleux. Pourquoi s'engager à l'Action française, Français? Vous avez parlé avec courage et vous leur avez dit qu'il faut un roi. On a bien compris. Merci beaucoup, Hilaire de Craignier. Merci, Martial Bild.